petite chapelle au milieu des vignes. Elle va nous être faite par Anne Rigaud, qui est conservatrice et restauratrice d'œuvres d'art, donc de peinture murale et autres, qui a été formée en Belgique, à la Cambre, et qui a d'ailleurs soutenu un mémoire de fin d'études sur les fresques romanes de la crypte de Saint-Savin sur Gartempe. Donc elle va nous parler de ces peintures de Santeil. D'accord, sans appuyer. Hein. Merci. Bonjour. Bonjour à tous. D'abord vous dire que je suis très heureuse d'être ici, de partager avec vous ces moments de rencontre et de réflexion. C'est une chance qu'on a tous de se rencontrer et de connaître des visages, reconnaître des visages connus et puis aussi des disciplines qui sont proches mais qui ont besoin d'être réunies les unes avec les autres. Merci aussi aux personnes qui ont organisé ces 3 journées de rencontre sur la peinture monumentale. Suite à une discussion avec Madame de Cotigny, j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui une petite chapelle gothique, bien modeste, mais sous l'éclairage de la question de l'urgence. Je vous préviens tout de suite que je ne fais qu'enfoncer des portes ouvertes, mais le cas de la Notre-Dame de Santeil est un bel exemple. En effet, j'ai travaillé à 3 reprises dans cette chapelle entre 2006 et 2020, et à chaque fois pour la même raison. Des chutes d'enduit de pain alertent les propriétaires, il s'agit de les consolider d'urgence. Alors aujourd'hui, je souhaite placer mon allocution sous le signe et l'interrogation de ces termes d'urgence. Quelles sont nos véritables urgences et comment sommes-nous en mesure d'y répondre? Nous voici dans le nord de l'Hérault, à 30 km à l'est de Carcassonne. Notre-Dame de Santeil est une église rurale bâtie sur une colline vantée et de terrain calcaire, entre vignes et garrigues, située à l'extérieur du village viticole de Siran, dans le Minervois. L'architecture est de construction gothique, édifiée sur des bases romanes plus petites. Elle est construite sur un plan simple à nef unique et un chœur polygonal à la fin du XIIIe siècle. Donc, voilà. J'apprends à utiliser la souris. Au XVe siècle, 2 chapelles sont ajoutées. Vous les voyez, elles sont orange. Au nord et au sud, et elles forment transept. Cette chapelle mesure 20 mètres de long sur 17 de large, avec les 2 bras du transept. La chapelle est dédiée à Marie. Aussi, toutes les 15 août, une messe y est célébrée. Aujourd'hui, ce lieu à vocation musicale d'une excellente acoustique attire les formations de musique baroque et classique pour des enregistrements de qualité et pour donner des concerts durant l'été. Elle a été une étape et un lieu de pèlerinage dès les origines jusqu'au XIXe siècle. Le porche était entièrement peint. Au-dessus de la porte figuraient 3 personnages dont on n'a plus que la trace fantôme aujourd'hui. En revanche, sur les claveaux et la clé d'arc, on peut encore lire des éléments géométriques, comme un labyrinthe, un cercle et les ondulations d'une chevelure. À présent, si on rentre dans la chapelle, ce qui va nous surprendre, c'est qu'elle nous offre un bel exemple d'église entièrement peinte de décors géométriques et figurés. Elle est une des rares églises à conserver la totalité de son décor d'origine. Son décor est exceptionnel, non pour la représentation des thèmes couramment rencontrés, mais parce que le parti pris décoratif nous est restitué dans son ensemble. Il témoigne de l'expression et de l'ambiance colorée des églises de cette époque. Le décor de la première travée reproduit des pierres de taille alternativement jaunes, rouges, blanches. Les pierres blanches portent en leur centre une fleur rouge à 5 pétales, d'où partent 3 branches curvilignes. Nous retrouvons ce décor dans le chœur sur les élévations. La seconde travée, nous voyons un semis de cercle blanc sur lequel un losange rouge ou jaune est tendu. Une observation de la stratigraphie permet de reconstituer les étapes de l'élaboration du décor. Ces étapes, au nombre de 6, sont reproduites à l'aquarelle ci-dessus, cette-ci-là. Donc, en premier, un tracé au cordeau imprégné d'ocre rouge, liquide, avec des éclaboussures visibles, imprime des lignes verticales et horizontales formant un maillage de carrés d'environ 20 cm.
Ensuite, le peintre vient retracer chaque carré avec un pinceau chargé de noir. À l'intérieur d'un carré, en 3, vous voyez des sortes de losanges curvilignes, ocre rouge, une case sur 2. Puis, dans les cases vides, un autre losange ocre rouge cette fois. Le peintre va ensuite inscrire une croix oblique. Et pour finir, en dernier, le peintre délimite toutes les bordures incurvées avec un filet noir sur les carrés jaunes et rouges. Maintenant, vous savez comment faire. Si vous voulez refaire ça dans votre salon, c'est possible. En tout cas, en partant d'un quadrillage, on voit apparaître des cercles blancs sur fond rouge, donnant une illusion d'optique de venir en avant, comme une tapisserie. La troisième travée était peinte de losanges alternés jaunes et rouges, avant d'être ouverte pour la construction des 2 chapelles latérales. Nous sommes dans le chœur. Sous chaque voûtin, des scènes figurées de la vie du Christ étaient peintes, et il ne nous reste aujourd'hui que l'Annonciation, que vous trouvez ici, mais aussi ici, la Passion, la Flagellation, la Jérusalem céleste et le portrait de Bruno et Saint-Michel en pied. Levant les yeux, un décor de pierre taillée à double joint et à fleurs à 5 pétales orne la voûte. La clé de voûte est sculptée d'une rose, symbole marial récurrent dans toute la chapelle. Également, un autre symbole récurrent, c'est le thé, le tau grec, ou le thé des Antonins, que l'on retrouve sur maintes nervures. On retourne dans la nef. Une autre particularité de cette chapelle, outre l'abondance de ses décors gothiques, est de découvrir, lorsqu'on rentre, une superposition de décors dont la lecture n'est pas aisée de prime abord. Au XIIIe, sur le cycle de la vie de Jésus, illustré ici par la Passion, ou ici, se succède un thème très en vogue, au XVe, en relation directe avec le culte marial, l'arbre de Jessé. L'arbre de Jessé, la transcription grecque du prénom d'Isaïe, correspond à la représentation généalogique du Christ, selon sa prophétie que d'un rameau sortira le Messie. Le plus souvent, ce thème est représenté ainsi: de la bouche ou des entrailles d'Isaïe sortent des branches portant les ancêtres charnels de Jésus, roi ou prophète. Si l'on revient au premier décor du XIIIe, donc la Passion, on peut remarquer les 3 femmes qui se tiennent devant le crucifié, et nous ne lisons aucun sentiment. Nous voyons que le dessin est schématique, les formes sont synthétiques, car nous sommes au niveau du dessin préparatoire. La mise en place. La peinture proprement dite, qui vient recouvrir les visages et les draper, a disparu. Quelques détails du palimpseste, donc de l'arbre de Jessé, des rois et des prophètes. Le plus célèbre est le roi David, ici jouant de la harpe. La sensation d'image brouillée ou double est due à la fois au palimpseste, 2 images s'interfèrent l'une l'autre, et aussi au fait que la restauration des années 1960 a mal vieilli. Alors, c'est pas la bonne page. Voilà, nous sommes dans le transept nord. La scène est en grande partie effacée. L'on peut remarquer une ribambelle d'angelots, ici, qui suivent l'arc ogival. Ils sont tous un peu noirs. Il s'agit d'une altération chromatique, bien connue du blanc de plomb, qui est instable et qui réagit en présence d'une forte humidité. Donc, après la Révolution, la chapelle sert de bâtiment de stockage à usage agricole et de bergerie. Comme les peintures étaient protégées par des badigeons, elles n'ont été découvertes que dans les années 1950. Elles furent classées monument historique en 1954 et les restaurations commencent à partir de ce moment-là, sous l'égide du chanoine Giry qui s'occupait de... Et ensuite, elle fut cédée à l'association des Amis de Santeil, dont le président est actuellement présent, M. Mandeville, qui est ici parmi nous. Vous voyez des cartes postales illustrées de photographies datant du début du XXe, montrant la chapelle en bien mauvais état.
Ce résumé, je ne sais pas si c'est lisible, ce résumé des campagnes de restauration montre à la fois que la chapelle a toujours été l'objet de soins et d'entretien réguliers, notamment sur la toiture en 1965, 1989 et en 2013. On voit également que l'entreprise de restauration de peinture en 1999 souhaitait la dépose de la scène de l'Annonciation. Il se trouve qu'à 3 reprises, j'ai été sollicitée en urgence pour les enduits qui tombent. À la 3e fois, ceci a donné l'alerte à monsieur Nicolas Bru, conservateur des monuments historiques, pour s'interroger sur la cause profonde de ces pertes et l'apparition d'un voile blanc sur les peintures. De là est née la demande d'un diagnostic sur l'ensemble du bâti réalisé en 2020 par Marilyn Gobin, architecte du patrimoine, que je remercie ici pour les plans, et sur les décors peints par moi-même. J'en viens au sujet qui m'amène ici aujourd'hui. À quel type d'urgence doit-on répondre? Lorsqu'en 1999, l'entreprise de restauration souhaite déposer la scène de l'Annonciation, merci, en invoquant la raison d'enduit sans aucune cohésion, pour le reposer sur des mortiers neufs, on ne peut qu'être soulagé que cet impératif arbitraire n'ait pas été entendu. Car aujourd'hui, la scène est consolidée sans avoir subi le traumatisme d'un détachement, arrachement de la couche picturale. À partir d'une alerte comme celle d'un enduit peint qui se détache, qui n'est que le symptôme d'un phénomène autrement plus important, comment répondre à cet avertissement? Étudier le contexte, les pathologies du bâti conjuguées à celles des peintures a permis de nous rendre compte de l'ampleur des altérations et surtout de la nécessité de prendre son temps pour réévaluer et mettre en place de bonnes conditions de conservation de l'édifice dans son ensemble. L'urgence se situe davantage dans le diagnostic en amont ou, si on n'a pas le choix, pendant des opérations de sauvetage. Il s'agit donc bien de l'interprétation des facteurs de dégradation qui interagissent avec le contexte et l'environnement. Ici, dans le cas de Notre-Dame de Santeil, la nécessité de rendre l'édifice étanche par la réfection de la toiture, le retrait de la végétation et des matériaux imperméables devient alors une nouvelle exigence. Cette nouvelle urgence-là est hélas bien plus difficile à mettre en œuvre, ne serait-ce que financièrement, pour une petite association de sauvegarde privée. L'ensemble des lauses calcaires ont été maçonnées au ciment. La couverture en lauze présente un mauvais état général, causant de nombreuses infiltrations et ne joue plus son rôle d'étanchéité. L'usage de ciment pour la toiture ou de film acrylique étanche pour les peintures favorise la désagrégation des enduits à base de chaux et fragilise les peintures. L'humidité s'infiltre par les joints ouverts, ne peut ressortir que par les dernières restaurations faites à la chaux. Donc là, vous voyez un exemple où c'est un colmatage de 2006 qui est beaucoup plus foncé, qui absorbe l'humidité de la toiture parce que l'environnement, là, qui est recouvert d'un film acrylique, ne peut pas suinter, ne peut pas transpirer l'humidité. Et donc, ce sont les nouveaux colmatages à la chaux qui boivent l'humidité. Donc l'humidité s'infiltre par les joints ouverts, ne peut ressortir que par les dernières restaurations, ou alors elle reste bloquée dans les matériaux et fragilise le réseau de pores qui est devenu microporeux. À chaque époque, nous trouvons des manières de remédier différentes en commettant des erreurs, comme l'emploi du ciment ou de film imperméable. Aujourd'hui, apprenant de nos erreurs, nous ne sommes pas exempts d'en commettre à nouveau. Des techniques nouvelles comme la nano-chaux pourraient-elles permettre de consolider les peintures en profondeur? Cela n'est pas la première étape, car l'isolation de la chapelle est capitale pour son avenir. Je pose donc plutôt une question et non une conclusion. Le cas de figure de la chapelle de Santeil est loin d'être unique. Comment faire pour aider ces petites associations qui n'ont pas les moyens d'assainir les biens culturels, car il y a des aides financières données régulièrement par la DRAC et la région pour des sauvegardes d'urgence, l'entretien, mais elles sont insuffisantes pour un programme d'assainissement. Je vous rends vos oreilles. Merci. Merci bien.